truc. Voilà. Donc, quels sont les effets, hein, les conclusions de leur étude? Ben, premièrement, comme absolument tout, hein, la santé bucco-dentaire fait partie de l'état de santé général. Hein, santé générale, parce que souvent on mettait ça un peu de côté, hein, parce qu'il n'est pas couvert par l'assurance publique, du moins on va regarder pour une grande partie de la population. Mais on dit que ça fait partie de la santé générale, au point de vue même que la santé physique, santé biologique, santé psychologique. On a également la santé bucco-dentaire qui est particulièrement importante. Et on voit un peu que l'état de santé varie de la même manière en fonction des déterminants sociaux, économiques et comportementaux. En gros, ben, la santé bucco-dentaire ne dépend pas uniquement des individus, mais dépend également énormément, par exemple, ici, des deux premiers, l'état, si on veut, du capital social, économique et culturel des individus. Alors, donc, on voit vraiment une variation très grande à l'intérieur de la population si on les classe, par exemple, selon le revenu économique, notamment. Donc, on voit un peu que c'est modulé de la même manière que les autres éléments. Par contre, contrairement aux autres déterminants de la santé, excusez-moi, aux autres si on veut, aspects de la santé au sens large, on voit que la santé bucco-dentaire varie encore plus que les autres en fonction des déterminants sociaux et économiques. En gros, ben, si vous êtes dans un groupe socio-économique défavorisé, vous êtes encore en pire état, si on veut, pour votre santé bucco-dentaire, comparativement, par exemple, à la santé psychologique ou à la santé physique au sens large, la santé respiratoire. Hein. Donc, on voit un peu que, on va voir, je vais vous voler un peu le punch, hein, mais le fait que ce soit vraiment le privé qui s'occupe de la santé bucco-dentaire, par les assurances notamment, puis on voit que ça a un effet encore plus grand, si on veut, sur leur santé de ces individus-là. Donc, pour les gens défavorisés, la santé bucco-dentaire, ben, c'est encore pire, si on veut, comme état de santé que les autres aspects de leur santé. On voit également que, on fait des sondages, hein, on s'est rendu compte que les gens défavorisés, s'ils ne vont pas ou s'ils vont moins, ce n'est pas parce qu'ils ont moins de problèmes bucco-dentaires, ils ont énormément de problèmes. Par exemple, si je compare hein, à la population en général, excusez-moi, eh bien, on voit un peu qu'ils souffrent ils souffrent plus de douleurs, d'inconfort, d'incapacité au sens large, hein, en raison d'une mauvaise santé bucco-dentaire. Donc, on voit vraiment qu'en fonction de votre groupe social d'appartenance, vous avez plus ou moins de problèmes. Et ici, pour les groupes les plus défavorisés, c'est encore plus difficile. On voit également qu'en 2015, hein, que 6 millions de Canadiens, on est 37 millions au Canada, hein, pour vous donner une approximation. 6 millions sur 37 millions ont évité de consulter un dentiste chaque année en raison du coût. Hein, on voit vraiment que le coût associé aux soins dentaires, c'est vraiment un des grands freins majeurs qui empêchent les individus d'y accéder. Hein. Et on voit que malheureusement, ben, c'est les individus les plus défavorisés qui ont le plus de problèmes de santé bucco-dentaire et c'est également eux qui ont moins accès, hein, ont plus de difficultés d'accès à ces soins-là. Hein. Donc, il y a vraiment une logique de classe sociale pour ce qui est des soins bucco-dentaires. Excusez-moi, voilà. Également, qu'est-ce qu'on peut voir? Ben, c'est que la grande majorité des individus, hein, pour accéder aux soins dentaires, c'est véritablement par le secteur public. Les assurances privées, le plus souvent par l'emploi. Hein, c'est-à-dire, quand vous êtes un employé, ça vient souvent avec un régime d'assurance et qui inclut ou non hein, une prime de soins bucco-dentaires. Également, fait à noter que c'est également une prime qui est ajoutée le plus souvent qu'autrement. Hein, on a notre assurance de base et on doit, si on veut prendre une prime de plus pour accéder aux soins bucco-dentaires. Par exemple, moi, je suis prof, on a une assurance collective, on a une convention collective, donc en tant que syndiqué, on a également une assurance. En gros, tous les profs se mettent ensemble, vont avec une entreprise privée puis disent faites-moi un prix pour avoir une assurance dentaire une assurance générale qui a du sens. Donc, on prend notre assurance de base et on n'est pas obligé de prendre l'assurance dentaire. Donc, c'est quelque chose de plus qui est ajouté. Donc, ça ne va pas nécessairement de soi pour l'ensemble des personnes qui sont assurées d'avoir également, elles aussi, un régime d'assurance pour les soins dentaires. Et on voit également que pour ce qui est du secteur public, c'est seulement 6 des dépenses en soins dentaires qui sont couvertes par le secteur public. En gros, si je prends toutes les dépenses qui sont faites au Canada dans une année en soins dentaires, il y a seulement 6 de ces soins-là qui sont effectivement assumés par le secteur public.
Et si on compare les autres pays, hein, ça veut dire que ce n'est pas une fatalité que ce soit seulement environ 6 Eh bien, si on compare les autres pays, on peut voir qu'on a vraiment une des contributions les plus faibles parmi les pays développés. Hein, qui est comparable d'ailleurs aux États-Unis, hein, 7,9 qui est le public qui assume ces frais-là. Mais il y a d'autres pays, hein, les fameux pays, si on veut, les pays nordiques, si on veut, qui offrent énormément de couverture publique pour les soins dentaires. Hein, on est à 79 en Finlande. Donc, il y a vraiment des pays qui ont fait des choix. Ils ont fait des choix, c'est-à-dire que c'est une responsabilité individuelle. Vous devez vous assurer par vous-même. Et évidemment, vous vous en doutez bien, si je dois m'assurer par moi-même, il y a des coûts qui sont associés à ça. Je dois avoir un emploi le plus souvent pour avoir une assurance. Et si vous êtes dans un groupe défavorisé de la population, le plus souvent, vous n'avez pas ou peu d'assurance de soins dentaires. Hein, le public, si on veut, il n'y a pas de filet social comme, par exemple, l'assurance emploi, comme par exemple la carte soleil, hein, qu'on appelle autrement la carte maladie, si on veut, qui vous donne accès aux soins de santé. Les soins bucco-dentaires sont véritablement mis à côté de l'ensemble du régime. Hein, c'est vraiment une entreprise privée de soins qui est vraiment à l'intérieur des soins de base auxquels les individus ont habituellement besoin d'avoir. Donc, le fait que ce soit essentiellement au privé que relèvent les soins dentaires, vous vous en doutez bien, toutes les populations les plus marginalisées de la population ont véritablement beaucoup de difficultés à avoir accès à ces soins-là. Vous pensez évidemment à faible revenu, ça va de soi, hein, c'est celle auquel on pense le plus spontanément, mais également les personnes actives qui n'ont aucune assurance dentaire. On avait parlé au dernier cours hein, de le nouveau phénomène des working poor, hein, des travailleurs pauvres, c'est-à-dire qu'on peut travailler 40 heures, mais néanmoins vivre avec un salaire qui est près du seuil de la pauvreté. Et on avait discuté au dernier cours, l'augmentation des prix des logements, de la nourriture, bref, un ensemble de frais qu'on a à dépenser. Souvent, les soins dentaires, c'est quelque chose que ces familles-là n'ont pas, si on veut, le luxe de se permettre. Également, les personnes âgées vivant en établissement, on va voir un peu plus tard pourquoi est-ce que les personnes âgées ont certaines difficultés par rapport à l'accès aux soins dentaires. Et également, les Autochtones, les réfugiés et les immigrants également sont également des individus qui ont beaucoup de difficultés. Un réfugié immigrant, tu arrives dans un nouveau pays, tu n'as pas nécessairement conscience de comment fonctionne le système de soins dentaires et aussi, tu n'as pas souvent le plus d'argent quand tu viens seulement de débarquer au pays. Hein? Donc, on a un ensemble de populations qui, par la structure même du système de soins bucco-dentaires, ont peu ou pas accès aux soins dentaires. On va voir également que ça a une énorme influence sur justement leur état de santé au sens large. Oui, Caroline. Oui, dans le fond, nous, notre travail, c'est sur les Autochtones, donc on a choisi, j'ai fait une petite recherche déjà, puis j'ai vu, dans le fond, les Autochtones, ils ont comment ça s'appelle? Ils ont une assurance, dans le fond, ils ont accès aux soins dentaires, je me souviens plus du nom, là, c'est SSNA, là, que ça s'appelle. Dans le fond, c'est gratuit pour eux, là, les soins dentaires. Je me demandais, c'est quoi le lien, là, tu dis, dans le fond, qu'ils n'ont pas une bonne santé bucco-dentaire? Okay. Le problème qu'on a, je voulais l'aborder plus tard, mais on peut l'aborder tout de suite. Hein, c'est vraiment le problème. Ça veut dire que l'autre élément qui pose vraiment problème, c'est l'accès aux soins. OK, c'est ça, je me demandais. Souvent, si vous habitez dans une communauté autochtone qui est assez éloignée des grands centres, vous n'avez tout simplement pas accès aux soins. C'est ça souvent qui est le problème. Ce n'est pas tant que l'argent y est, mais les professionnels n'y sont pas. Donc, c'est souvent ça qui est un enjeu, c'est l'éloignement des grands centres urbains, si on veut, comme accès à la population professionnelle comme vous, si on veut, pour ce qui est des soins dentaires. OK. Amélie, tu avais levé la main vite, leur baisser. Est-ce que tu voulais intervenir? En fait, c'est juste que moi et Caroline, on travaille dans le même travail. Puis c'est ça, moi, j'avais fait des recherches de mon côté, puis justement, ça disait que oui, les Autochtones, ils ont justement un aide au niveau du gouvernement, mais que c'était vraiment une question d'accès, que la plupart des régions, il n'y avait aucun cabinet de dentiste, que c'était vraiment difficile d'accès, fait qu'après ça, vous l'avez dit, j'ai baissé ma main. Tout à fait, et on a un autre problème aussi, c'est souvent associé avec la pauvreté, hein, le fait d'être dans une communauté autochtone. Et qui dit pauvreté, il dit aussi habitudes alimentaires qui posent problème. Ça veut dire qu'on va acheter des aliments qui souvent sont des produits transformés, le plus souvent qu'autrement. Puis, vous le savez sûrement, en tant qu'hygiéniste, les produits transformés, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur?
c'est du sucre et du gras, hein, le plus souvent. Donc, à ce moment-là, on associe ça également avec une mauvaise hygiène de vie, si on veut, pour ce qui est de l'alimentation. Donc, pression encore plus au point de vue des caries dentaires, par exemple, là, qui, évidemment, posent problème. Et jumelé comme Caroline et Amélie nous amènent un peu dans la conversation sur le fait qu'il y a peu ou pas de services de proximité pour ces individus-là, mais évidemment, si on veut, ça pose nécessairement problème. Également, vous connaissez un peu, là, je déborde un peu, mais on est toujours dans le même sujet hein, avec les Autochtones. Vous savez qu'on met du fluor dans l'eau. Ça, j'imagine que vous savez un peu ces choses-là. Vous connaissez un peu la fluorisation de l'eau? Ça vous dit quelque chose? Si autrefois, dans les années 70, c'était considéré comme un complot communiste pour asservir la population, c'est pas une blague, hein? Il y avait déjà, je vois que Marika rit un peu, mais peut-être au courant de cette thèse conspirationniste-là? Oui, c'est ça. Vas-y, Caroline. Marika, excuse. Oui, en fait, je pense qu'on a un prof qui nous en a parlé. On en a entendu parler. C'est très rigolo, mais bon, aujourd'hui, on voit que les complots naissent et meurent. Aujourd'hui, on n'entend plus vraiment parler du complot de la fluorisation de l'eau. Mais évidemment, il n'y a pas non plus de fluorisation de l'eau dans les communautés autochtones hein, qui se battent seulement pour avoir de l'eau potable. Donc, on est assez loin de la fluorisation, évidemment, ici, de l'eau pour les communautés. Donc, éloignement, pas de fluorisation de l'eau et, si on veut, habitudes alimentaires qui, évidemment, posent problème pour ces populations-là. Donc, c'est un peu l'idée, hein, Renaud, un peu l'idée que, justement, il y a un ensemble de populations qui, parce que c'est un régime privé, n'ont pas nécessairement les moyens financiers hein, ou, si on veut, la proximité pour pouvoir se procurer ces soins-là. Hein. Et d'ailleurs, j'ai oublié le nom, hein, mais l'Association des dentistes canadiens n'est pas nécessairement contre le fait d'être admis dans le régime d'assurance publique. Contre rémunération, évidemment, ça va de soi. Là. Mais donc, ce n'est pas nécessairement uniquement des questions par rapport à ça. Voilà. Ici, j'ai autant, par exemple, au Québec, hein, les soins dentaires, vous savez que pour les enfants, si on veut, il y a le régime d'assurance de maladie du Québec va offrir les services de base, hein, si on veut, pour les enfants de moins de 10 ans. Restauration, chirurgie, bucco-dentaire, va justement être payé par le public. Donc, on s'assure, toujours dans l'idée, hein, c'est-à-dire qu'on sait que des trajectoires sociales qui, selon le milieu de naissance, peut poser problème, l'État en a bien conscience et se dit, je vais assurer au moins que pour les 10 premières années, cet individu-là soit, si on veut, correct, même s'il y a une trajectoire sociale qui est moins favorable par rapport à d'autres trajectoires sociales possibles. Toutefois, pas le nettoyage ni l'application de fluor n'est dispensé ici par le public, n'est payé par le public. Amélie. OK, si je comprends bien, tu peux te faire en tout cas, un enfant a le droit de se faire une obturation, mais pas un nettoyage, c'est ça? Exactement. OK, fait qu'il y a mieux comme payer pour des caries qui sont déjà là que prévenir. Tu as absolument raison. C'est souvent c'est parce que on a souvent l'impression que la prévention, ça coûte plus cher. Parce que dans les faits, le montant semble plus élevé, si on veut, de la prévention. Par contre, à long terme, comme tu soulignes, Amélie, c'est parce que tu vas avoir des caries qui vont te demander des frais beaucoup plus dispendieux. Mais c'est vraiment l'idée, simplement, d'avoir les soins de santé, disons, d'urgence, à quelque part. Et on va beaucoup miser sur responsabilisation, sur sensibilisation pour travailler de l'autre côté. Hein. Mais effectivement, c'est le côté un peu grotesque de la chose. Mais nettoyage, j'ai oublié combien ça coûtait, parce que bon, j'ai des assurances, je pense que c'est environ 80 $ après, je pense, autour de ça. J'ai complètement oublié, excusez-moi les prix. Mais ils se disent, tu peux te le permettre à quelque part. Mais, évidemment, on voit que ça pose nécessairement problème. Donc, on va payer vraiment le minimum hein, pour les jeunes enfants. On se dit, lors de la socialisation primaire, si on veut, on va au moins intervenir pour les protéger contre leur milieu social de naissance. Mais une fois devenu adulte, quelque part, tu as toi-même à te débrouiller. Hein. On est encore dans un régime quand même méritocratique qui individualise les individus par rapport à leur santé. Donc, à ce moment-là, tu auras juste à aller... si tu as travaillé fort, tu es allé à l'école, puis tu as étudié, puis tu as un bel emploi, tu n'auras pas de problème. On l'a vu un peu au dernier cours, c'est un peu plus complexe que ça. Et pour les enfants de famille à faible revenu, mais faible revenu, c'est sous le seuil de la pauvreté. Hein? J'ai oublié combien il était rendu, je pense autour de, je ne veux pas dire de bêtises, autour de 20 000 $ par année. Hein? Donc, il faut vraiment avoir beaucoup de difficultés financières pour être considéré comme à faible revenu.
et bien là, on va payer, si on veut, protection de base, diagnostic, restauration, chirurgie bucco-dentaire et le nettoyage annuel, par exemple, pour ces enfants-là. Hein? Donc, vraiment à faible revenu, pour un minimum de filet social. Alors, donc, c'est un peu, en gros, ce que paye le public habituellement pour ce qui est des soins dentaires. Donc, le fameux 6 % qui était un peu souligné. Là, qu'est-ce qu'on voit un peu pour ce qui est un peu du portrait de la chose? Hein? On voit un peu que l'absence d'assurance 2,5 fois plus fréquente chez les ménages à faible revenu, hein, versus ceux qui sont les mieux nantis. En gros, faible revenu, près de 50 % n'ont absolument aucune assurance dentaire, hein, autour de 20 % pour les plus nantis. Hein? Donc, on voit quand même qu'il y a une grande différence. Faible revenu égale également faible couverture d'assurance. Donc, vous voyez évidemment qu'est-ce qui va arriver. Faible couverture, faible accès aux soins également. Donc, on voit un peu par rapport au dernier cours, le fait de naître dans une famille à faible revenu, naître dans un quartier, si on veut, défavorisé, va influencer ta trajectoire académique, également influencer ton métier futur. Et on voit également qu'à la suite, oui, est-ce que j'ai une assurance dentaire, oui ou non, en fonction de mon métier, et qui va se refléter également sur la santé bucco-dentaire. En 2013, hein, c'est les dernières statistiques que j'avais de disponibles par rapport à ça, mais on voit un peu que 21 % des Canadiens ont dit s'être privés de soins bucco-dentaires pour des motifs économiques, et on voit qu'on est rendu à 29 % en 2016. Donc, on voit que plus le temps avance, plus les individus ont tendance à se priver de soins bucco-dentaires pour des raisons uniquement économiques, qui ne sont pas liées, par exemple, à la possibilité ou non d'avoir un rendez-vous. Donc, au Québec, on voit un peu que cette proportion-là a augmenté de 12 points de pourcentage. Hein, pas de 12 %, mais vraiment de 12 points de pourcentage entre 2013 et 2016. Donc, on a vraiment de moins en moins accès pour les groupes les moins favorisés, du moins, accès aux soins dentaires pour des raisons économiques. Là, je pense que j'avais ici, en 2016, on parlait en moyenne de 529 $ par ménage, assurance ou non, hein, donc vous avez une certaine franchise à payer. Donc, 529 $ à moyenne par ménage qui étaient dépensés en soins bucco-dentaires. Et on voit qu'entre 2010 et 2016, augmentation de 19,1 % pour ce qui est des frais de soins bucco-dentaires. Et vous avez peut-être eu des cours d'économie au secondaire. Là, je vous rappelle vraiment à vos anciens cours que vous avez peut-être déjà eus, mais vous connaissez peut-être le concept d'inflation. L'inflation, en gros, c'est que dans une économie qui est en croissance, les prix augmentent d'année en année. En gros, pour acheter, si on veut, un steak, l'année suivante, ça va coûter un peu plus cher, l'année d'après, un peu plus cher. Vous voyez un peu l'idée. Souvent, on prend un ensemble de biens, la nourriture, les logements, tout ce qu'on peut imaginer. On fait un panier de consommation et on calcule combien ça coûte d'année en année s'acheter ce même panier-là. Et on voit qu'habituellement, en moyenne, on est autour de 2 % par année. Hein? Mais là, on voit ici que 2 % en année, on serait, disons, à 12 % si on veut, si on respectait l'inflation. On a passé à 19,1 %. Donc, le coût des soins dentaires dépasse l'inflation, donc dépasse l'augmentation, si on veut, normale au point de vue économique des biens et services d'année en année. Évidemment, ça se reflète évidemment sur leur état de santé bucco-dentaire à ces individus-là. Oh, excusez-moi, je vais avoir un peu trop loin. Ça veut dire qu'on retrouve 2 fois plus de caries chez les enfants des ménages gagnant moins de 30 000 que dans les ménages gagnant plus de 50 000. 50 000, ce n'est pas énorme, hein? C'est 25 000 $ par année pour chaque parent. Si c'est une famille, là, si on veut composer par 2 parents. Donc, juste entre les deux, entre 30 000 et 50 000, 2 fois plus de caries. Donc, on voit vraiment que le fait d'avoir des caries, c'est vraiment associé au milieu socio-économique, d'une part, mais également l'habitus culturel de l'autre qu'on a vu. Hein. Ce n'est pas seulement le capital économique, mais le capital culturel sur l'importance d'avoir à prendre soin de ses dents, d'avoir été enseigné à prendre bien soin de ses dents, varie également en fonction de la classe sociale. Mais on voit vraiment ça ne dépend pas uniquement des individus. Le groupe dans lequel vous êtes inséré a énormément d'influence sur votre santé bucco-dentaire. Et si on regarde, par exemple, des 35 à 44 ans, ce n'est pas très vieux hein, quand même, qui gagnent moins de 15 000, on voit quand même que 24 % de ces gens-là sont édentés. Ça veut dire n'ont plus de dents. Hein, c'est quand même absolument énorme, 24 % de ces individus-là. Et si on compare par rapport à ce même groupe de la population en termes d'âge pour les 70 000 $ par année et plus,
de ménage, hein, pas de salaire individuel, on est uniquement à 6 ce qui est quand même beaucoup, vous en conviendrez. Mais on voit vraiment que c'est lié également à l'édentition, le fait de perdre carrément ses dents lorsqu'on est dans un groupe socio-économiquement défavorisé. Donc, on voit vraiment qu'il y a un lien entre ces deux éléments-là. Si on continue toujours un peu dans le constat, si on veut, de l'accès aux soins, on voit un peu que ce qui joue beaucoup pour l'accès aux soins, c'est est-ce que tu as une assurance dentaire? Est-ce que tu as un revenu familial qui est favorisé? Mais également le niveau de scolarisation. Niveau de scolarisation, pourquoi? Parce qu'il joue évidemment sur le revenu familial et sur le fait éventuellement d'avoir de l'assurance dentaire. Donc, quand je vous dis un peu que pour les groupes défavorisés, d'avoir accès à l'école postsecondaire, aux études postsecondaires, mais ça a énormément d'influence au-delà de l'idée de je suis allé plus longtemps à l'école. C'est également le métier qui va être éventuellement sorti à la capacité d'accéder aux soins dentaires. Le plus souvent, c'est un peu ça, hein, à faible revenu, vous n'avez pas accès aux soins dentaires en raison parce que vous n'avez pas d'assurance. Et également, vous gagnez trop d'argent pour que le public prenne en charge vos soins dentaires. Hein, donc, on voit un peu que vous êtes coincé entre les deux. Je travaille 40 heures, mais je ne gagne pas assez. Je ne suis pas assez dans un métier, disons, assez avantagé pour avoir accès à des soins dentaires, mais je ne suis pas assez pauvre, si on veut, pour avoir accès à l'aide du public. Hein, l'aide du public qui est mise vraiment le plus bas possible. Qu'est-ce qu'on constate dans les études? Fait que pour eux, ces groupes-là, aller au dentiste est considéré pratiquement comme un luxe qu'ils ne peuvent pas se permettre. N'oubliez pas, on parlait d'un cours que des fois, avoir même les difficultés à boucler les fins de mois, vous devez faire des choix, des postes qui ne sont pas compressibles, que vous ne pouvez pas diminuer. Le loyer, vous n'avez pas le choix de le payer. Le téléphone, Internet, vous n'avez pas le choix de le payer, parce qu'on ne peut pas réduire les coûts. Souvent, c'est l'alimentation, les loisirs et dans le cas qui nous intéresse, les soins bucco-dentaires qu'on va mettre de côté pour des considérations économiques. Donc, c'est un peu ça qui est embêtant par rapport à ça, hein, vraiment le lien qui est absolument fait entre pauvreté et soins bucco-dentaires. Et l'autre élément qui pose problème, c'est au passage à la retraite. Hein, ça veut dire que à la retraite, il faut, si on veut, vous avez plus, pour la plupart des métiers, on n'a plus accès à l'assurance qu'on avait alors qu'on était en emploi. Donc, vous perdez vos assurances. Et dans ces cas-là, il faut aller se diriger vers une assurance privée le plus souvent qu'autrement. Et on voit qu'il y a vraiment des grandes disparités entre Canada et Québec. Hein. Québec, au sens large, on a une bien moins bonne santé bucco-dentaire que dans le reste du Canada. Hein? Donc, pour des raisons d'assurance et des raisons également historiques, hein? Mettons, avant 1960, le Québec était quand même particulièrement pauvre comme province. Donc, 41% des retraités ont une assurance dentaire lorsqu'ils sont à la retraite, les Canadiens, et c'est uniquement le cas pour 16% des Québécois. En gros, plus vous êtes défavorisé et plus vous êtes âgé, moins vous avez de chances d'avoir accès à des soins dentaires. Et c'est souvent, dans ces deux cas-là, plus défavorisé et plus âgé, que vous avez encore plus besoin de soins dentaires. C'est un peu ça qui est malheureusement dommage à ce niveau-là. Si on regarde un petit graphique, hein, ici, c'est la proportion des personnes ayant une assurance couvrant les soins dentaires selon l'âge sur les individus qui sont 45 ans et plus, hein, Québec versus Canada. Bon, on voit qu'en foncé, c'est Canada et en plus pâle, c'est uniquement le Québec. On voit un peu que, si je prends le Québec, mais on voit c'est un peu la même chose avec le Canada, hein, plus on vieillit, moins on a accès à une assurance qui couvre les soins dentaires. Hein. Donc, on voit 45, 54, 55, 64 et jusqu'à 85 ans et plus. Plus on monte en âge, moins on a d'assurance dentaire. Le plus souvent, comme je vous disais, c'est essentiellement par l'entremise de l'emploi qu'on a accès aux assurances de soins dentaires. Donc, on voit un peu plus on vieillit, mais également, selon le Canada, eh bien, on voit que le Québec-Canada a des grandes variations quand même. Hein? 85 ans et plus, 33,5% des personnes de 85 ans et plus canadiennes ont accès à une assurance qui couvre les soins dentaires versus 9,6% seulement au Canada. On voit vraiment que l'âge au Québec, c'est très difficile par rapport à l'accès aux soins dentaires. Il y a des éléments qui expliquent ça, sur lesquels on va revenir un peu plus tard, hein, mais il y a quelque chose de culturel qui est assez déstabilisant, j'imagine, pour vous, hygiénistes dentaires, c'est que culturellement, c'est considéré comme si c'était un processus de vieillissement normal de perdre ses dents. Hein? En gros, c'est un peu l'idée que quand tu es vieux, c'est normal d'avoir un dentier.
Donc, il y a quelque chose de culturel. On voit qu'il y a d'autres éléments, hein, mais qui amènent à l'idée vieillissement égale peu ou perte des dents. Donc, moins tendance à se prémunir d'une assurance pour prévenir ce type de problème-là. On va voir qu'il y a d'autres problèmes associés à l'âge. On va y revenir un peu plus tard dans le cours. Donc, on retient seulement, plus on vieillit, moins on a accès aux soins dentaires. Je suis toujours dans les coûts, hein, si on regarde les dépenses. Hein, les dépenses de soins dentaires, eh bien, on voit un peu que, bon, on a une certaine augmentation quand même hein, depuis 2015. Les derniers chiffres que j'ai, hein, parce que c'est tiré ici du recensement. Le recensement, c'est environ 4 ans à peu près, ou 4 ans au Canada, et c'est le dernier qu'il y avait par rapport au dernier recensement de 2016. Donc, pas de données les plus récentes, parce que je suis un gros paresseux. Il n'y a juste pas plus de données récentes pour ce truc-là. Mais ici, on voit un peu l'inflation au Québec. Hein. Quand je vous disais l'inflation, l'augmentation ordinaire au point de vue économique d'une économie en croissance du coût de la vie, eh bien, si j'avais un indice de 100 ici, bon, on voit un peu la ligne bleue. Hein. On voit que ça augmente de 2 par année. Eh bien, ici, j'ai hein, le total des dépenses des ménages liés aux soins dentaires en rose. On voit qu'on dépense un peu moins, ça coûte très cher un peu. On voit un peu une explosion des coûts. Hein, les coûts de soins dentaires qui augmentent depuis 2015, surtout, vraiment une grosse augmentation. Mais on voit également que ça coûte de plus en plus cher de s'assurer au point de vue du privé également, pour ce qui est des soins dentaires. Ici, on voit ici un peu, hein, dans les deux cas, on a quand même une augmentation qui est toujours plus haute que l'inflation pour ce qui est des soins dentaires au Canada et au Québec. D'ailleurs, c'est exactement la même chose. Si je m'intéresse ici à la proportion des personnes de 45 ans et plus dont la dernière visite chez un professionnel des soins dentaires remonte à 3 ans et plus selon l'âge, bon, on va comprendre un peu hein, par rapport à l'âge. C'est-à-dire que, en gros, plus la barre est longue, moins vous y allez. C'est un peu le principe de ce graphique-là. En gros, ici, ben, on prend seulement le Québec. Hein, 45-54, 13% des Québécois ne sont pas allés chez le dentiste depuis 3 ans. Et plus on va, plus ça augmente jusqu'à 85 ans et plus. 60% à peu près des Québécois ne sont pas allés chez le dentiste depuis 3 ans. On a vu le coût était énormément associé à la tendance au report de la fréquentation d'un cabinet de dentiste. Donc, on a vraiment un lien par rapport à l'âge, par rapport à l'assurance également. Vous voyez que ça augmente quand même assez drastiquement entre les deux, c'est-à-dire à 65 ans, l'âge à peu près moyen de la retraite. Donc, on voit vraiment ce passage qui se fait au point de vue statistique. Ici, bon, le fait de proportion des personnes ayant consulté un professionnel de soins dentaires durant la dernière année, selon l'âge, on va s'intéresser à l'âge, mais surtout en regardant le fait ou non d'avoir une assurance. Donc, on va vraiment voir ce graphique-là entre avoir une assurance et ne pas avoir une assurance, comment ça joue, si on veut, sur les statistiques de fréquentation des soins dentaires. Si je prends au Québec en général, sexe et âge confondus, ben, j'ai 71% des gens qui ont une assurance si on veut, sont allés chez le dentiste, hein, donc ont consulté, et seulement 46% des gens qui n'avaient pas d'assurance ont consulté. Donc, on voit vraiment une grosse différence entre 71 et 46, uniquement expliquée par le fait ou non d'avoir des assurances. Et si on s'intéresse ici au groupe d'âge, on voit que c'est toujours la même chose. Hein, ici, avec et ici, sans assurance, on voit un peu que c'est la même chose. Et on se rend compte que les 85 ans et plus qui n'ont pas d'assurance, uniquement 21% sont allés voir le dentiste dans la dernière année, c'est-à-dire l'année qui est celle du sondage de 2010. L'idée, ce n'est pas que les statistiques, évidemment, les pourcentages ont bougé, mais on voit vraiment quand même la tendance forte. C'est fortement corrélé au fait d'avoir une assurance et d'être dans un groupe d'âge également en particulier, les plus âgés ayant beaucoup moins tendance que les autres à aller chez le dentiste. Si on s'intéresse, ben là, on va regarder certaines populations ensemble. Là, c'est vraiment le haut sens large, l'accès aux soins. On va regarder maintenant plus spécifiquement certaines populations. On a quand même traité un peu des populations les plus défavorisées, mais pour les Autochtones, excusez-moi, est considéré comme une crise de santé publique. Hein, ça veut dire que ça va très mal au point de vue de la santé bucco-dentaire des Autochtones. On avait vu un peu les obstacles financiers, mais également géographiques pour ce qui est de l'accès aux soins bucco-dentaires. Autre élément qui est assez embêtant, on voit un peu que seulement un enfant sur 3 de moins de 4 ans qui a droit au programme des services de santé non assurés, hein, celui qu'ont vos collègues
nous soulignait un peu plus tôt, ont eu accès à des services de soins en raison uniquement de l'absence de spécialistes dans l'intérieur de plusieurs communautés. En gros, même si vous avez une assurance, si vous n'avez pas accès aux professionnels qui promulguent les soins de cette assurance-là, bien évidemment, vous n'avez absolument pas de soins dentaires. Si on prend également, il y a un indice qui est intéressant, hein, l'indice CAOD, c'est-à-dire l'indice de dents carriées absentes ou obstruées. Hein. Eh bien, selon cet indice-là, ben, on a un indice en fonction de, bon, justement, le maximum étant de 20, hein, si on veut. Bien, on voit que dans certains peuples des Premières Nations, on est à 13,7 sur 20. Hein, ça veut dire qu'on a vraiment des grands problèmes de soins de santé bucco-dentaire chez les populations autochtones. Et on voit que dans certaines communautés, hein, notamment au Manitoba, ça va assez mal au Manitoba pour les Autochtones, mais on voit le taux de carie dentaire en petite enfance, la CAPE, se situe entre 50 et 97 des enfants de moins de 4 ans de mémoire qui ont justement des problèmes de carie dentaire en petite enfance. Donc, on voit que ça va assez mal au point de vue de ce truc-là, uniquement dû au fait d'être à l'intérieur d'une communauté autochtone. Ce n'est pas la volonté de l'individu ici qui est impliquée, c'est l'accès ou non aux soins dentaires. Celle-là, ouais, j'ai trouvé quand même intéressant ce graphique-là. Hein? On va s'intéresser maintenant un peu aux préjugés au sens large qu'on peut avoir sur certaines populations, mais comment que ça peut influencer la propension ou non à vouloir traiter ces individus-là. Et puis, on voit un peu que quand même, la propension à traiter des individus les 10 groupes les plus marginalisés, hein, selon leur sondage. Donc, évidemment, les pourcentages sont hauts parce qu'on a pris les plus marginalisés. Ça va évidemment de soi. Mais on voit un peu que la majorité là, c'était une étude qui était 690 étudiants en soins dentaires. On voit un peu que, bien, à faible revenu, les gens semblent relativement confortable avec les gens à faible revenu, mais on voit quand même qu'il y a une faible propension de ces individus-là ont une propension à vouloir les traiter, hein, seulement 56 d'entre eux. Et on voit un peu que plus vous êtes marginalisé, moins que les gens veulent vous traiter à quelque part. Hein. Donc, ça là, par exemple, je finis les prisonniers, hein, qui est évidemment ici 2,5 uniquement de propension à vouloir traiter ces individus-là. En haut, c'est un peu l'idée que ce n'est pas juste le fait d'avoir accès aux soins, mais c'est également être à l'intérieur de certaines communautés. Par exemple, des personnes avec des maladies graves, avec des déficiences intellectuelles, avec des problèmes de consommation de drogue. Vous voyez un peu l'idée. Eh bien, on voit un peu que plus vous êtes étranger à ces populations-là, moins vous les connaissez, ces populations-là, et plus l'individu entretient les préjugés par rapport à ces populations-là, bien, ça va se répercuter sur leur volonté ou non à vouloir traiter ces individus-là, à leur laisser une place à l'intérieur de leur pratique en termes de cabinet privé et qui va accentuer les difficultés d'accès à des soins bucco-dentaires pour ces individus-là. Donc, on voit un peu l'idée que ce n'est pas seulement les points de vue économiques, mais c'est également vos identités sociales qui ont énormément de poids quant à l'accès ou non aux soins bucco-dentaires. Donc, ce n'est pas uniquement une question de capital économique, de capital culturel, mais votre identité sociale a énormément de poids dans le fait ou non, est-ce que je vais le prendre de plus comme client dans ma clinique de soins dentaires? Hein, parce qu'on peut très bien refuser des individus. Hein, même si ça peut évidemment être considéré comme un problème par rapport à la Charte des droits et libertés, les gens le font quand même. On avait déjà un peu évoqué par rapport à l'accès au logement. On n'est pas supposé faire de profilage pour l'accès au logement. Eh bien, on voit un peu qu'ils font des entrevues, ils ont une vingtaine de candidats pour un logement, puis finalement, on en choisit un. Théoriquement, selon la loi, le premier arrivé qui remplit les conditions, hein, si on veut, au point de vue de l'enquête de crédit, on est supposé le prendre. On voit très bien que ça ne fonctionne absolument pas comme ça dans la réalité. Je suis tombé sur quelque chose de vraiment intéressant, une thèse de doctorat qui a été faite au Québec sur les soins dentaires, et essentiellement sur le poids des préjugés chez les dentistes. Fait que là, on ne parle pas des hygiénistes, hein, chez les maudits dentistes. Le poids de leurs préjugés, excusez-moi, je vais juste lire le titre de la thèse. C'est une thèse de... pas bien long, perception et offre de services des dentistes à l'égard des personnes en situation de pauvreté. Une thèse présentée à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade pour un PhD, hein, pour un doctorat en santé publique.
Donc, c'est vraiment quelqu'un qui s'est véritablement intéressé directement à la situation. Excusez-moi, je vais vous partager le tout, hein, c'est un peu vexant de ma part. Donc, voilà. Et elle s'est intéressée, elle, à quels sont les préjugés qui sont partagés de la part chez les dentistes. Hein, parce qu'on a toute l'idée, si je vous demande, as-tu des préjugés, on va dire non. Quand on fait des vraies études avec des indicateurs et tout ça, c'est quand même beaucoup plus intéressant, ça va vraiment sortir. Ici, j'ai prévalence des stéréotypes des dentistes sur les habitudes préventives et le manquement des rendez-vous des personnes en assurance-emploi. En gros, on a mis 4 grands éléments. Hein, habitudes d'hygiène, habitudes de vie, observance des conseils, manquement des rendez-vous. On leur demande, OK, comparé aux autres, à la population dite ordinaire, hein, eh bien, est-ce qu'ils sont beaucoup moins bien, un peu moins bien, comme les autres, hein, un peu mieux et beaucoup mieux que les autres. En gros, on dit comparé aux autres, tout simplement. Et là, c'est là que c'est intéressant. Vous ne serez pas étonné que les individus prestataires de l'assurance-emploi ne sont jamais considérés comme un peu mieux ou beaucoup mieux que les autres. Hein, c'est la notion même de préjugés, de groupes marginalisés, ça va de soi. Mais dans leurs préjugés, hein, de la manière par laquelle je vais juger l'ensemble des individus qui composent une population en fonction des stéréotypes que j'entretiens sur la population. Ça ne veut pas dire que chaque personne prestataire de l'assurance-emploi a des difficultés, mais on l'associe à une catégorie qui est stéréotypée. Hein. On regarde un peu que pour les habitudes d'hygiène, ils sont considérés comme étant beaucoup moins bien ou un peu moins bien que l'ensemble de la population. Sur les habitudes de vie, encore une fois, la même chose, hein, mais de manière assez fulgurante, hein, qui est considéré comme étant beaucoup moins intéressant à ce point de vue-là que l'ensemble de la population, sur l'observance des conseils, de même que sur le manquement des rendez-vous. En gros, on pense qu'ils ont une mauvaise habitude d'hygiène, une mauvaise habitude de vie, ils n'écoutent pas nos conseils, puis ils manquent les rendez-vous. Hein? Mais quand on constitue une nouvelle clientèle, quand on a une clinique, spontanément, si vous partagez ces stéréotypes et ces préjugés-là, avez-vous tendance à leur laisser une place dans votre pratique comme client? Si vous partagez ces stéréotypes et ces préjugés-là, vous n'allez pas les prendre, évidemment. Donc, avec l'obstacle que constitue le poids économique, hein, assurance privée, assurance non privée, les préjugés ont également un poids sur l'accès ou non de ces individus-là, parce qu'on est dans le monde du privé. Hein, c'est-à-dire que ces individus-là, c'est des entreprises privées, ils peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent à l'intérieur de l'entreprise. Ici, je trouve ça quand même intéressant, parce qu'on parlait ici de l'habitude. Tu sais, je vous disais, l'habitus culturel, c'est un bel exemple ici d'une étude sur l'habitus culturel présumé chez les dentistes en ce qui concerne les prestataires de l'assurance-emploi. J'ai toujours ici un peu moins bien comme les autres. Les autres, ça ne vaut pas la peine de les évoquer dans la mesure où il n'y a absolument jamais un peu mieux que les autres. Eh bien, on les considère comme ayant un langage moins soigné, ayant des personnes moins éduquées également que les autres, moins plaisantes à côtoyer que les autres, moins travaillantes et qui comprennent beaucoup moins les consignes. Hein, donc, c'est quand même intéressant de voir la manière par laquelle on construit une population ici qui est marginalisée, ça également, ça se répercute sur les préjugés, les stéréotypes qui vont intérioriser ces dentistes-là, qui vont se répercuter sur leur volonté ou non de leur laisser une place dans leur cabinet privé. Hein? Donc, on voit un peu ce point-là quand même qui est assez intéressant. Là, quand on regarde un peu, elle a construit son étude, puis elle dit, vraiment, qu'est-ce qui pose vraiment problème dans l'accès? Ça, c'est vraiment en gros, qu'est-ce que tu penses de ces populations-là, de cette population-là chez les dentistes? Ici, c'est, OK, mais vraiment, dans les comportements de ces individus-là, qu'est-ce qui freine véritablement l'accès? Pourquoi tu ne veux pas les avoir comme clients? Si je prends ça un peu bêtement. Mais on voit un peu qu'il y en a 3 principaux qui ressortent véritablement, qui sont directement, si on veut, comme clients. C'est qu'ils ont tendance à exagérer les symptômes. Hein, dans le sens que c'est un individu défavorisé ou favorisé, je vais dire que quand un il se plaint, c'est parce qu'il est défavorisé qu'il se plaint. Ils ont toujours tendance à exagérer les symptômes. En gros, c'est un peu l'idée. Qui ont plus peur face au traitement que les autres. Ah non, je ne veux pas que tu me... Voilà, un peu l'idée. Et également, je vais tendance à plus me plaindre par rapport aux traitements qui ont été reçus. Ouais, tu m'as fait ça tout croche, c'est pas correct. Vous voyez un peu l'idée. Et là, on voit vraiment que chez les dentistes qui ont été interrogés au Québec dans le cadre de sa thèse, c'est véritablement ces 3 stéréotypes-là qui ont le plus d'influence
pour ce qui est de l'accès ou non à leur cabinet de dentiste. Hein, on voit vraiment, ces stéréotypes-là sont vraiment un poids pour l'accès à ces populations, à ce type de service-là. Tendance à exagérer les symptômes, peur face au traitement et plainte face au traitement reçu. Et vous savez comment ça marche, les stéréotypes et les préjugés. C'est-à-dire, j'ai un individu, par exemple, prestataire d'assurance-emploi, qui agit de telle ou telle manière. Je ne vais pas dire que cet individu-là, il agit parce que c'est un individu particulier. Je vais dire, je vais faire une inférence. Je vais dire, c'est parce qu'il est prestataire d'assurance-emploi qu'il agit comme ça. Et après, je vais généraliser tous les prestataires de l'assurance-emploi agissent de cette manière-là. Donc, c'est un peu cette idée-là. J'en vois un, je dis que ces comportements sont à cause de l'identité sociale, et ensuite, je vais généraliser à l'ensemble de la population auquel je crois qu'elle appartient les éléments que j'ai constatés chez cet individu-là. Et c'est un peu ça qui est embêtant, vraiment que ces trois grands trucs-là font vraiment en sorte que les dentistes ne les veulent pas, les prestataires de l'assurance-emploi comme clients. Ils ne veulent pas, ces individus-là, à l'intérieur de leur cabinet, ce qui freine évidemment l'accès aux soins de santé. Donc, on voit un peu que ceux qui ont vraiment des stéréotypes les plus forts, hein, qui seraient situés, si on veut, davantage dans cette ligne-là et la ligne bleue ici, c'est eux qui ont davantage tendance à diminuer leur accès à leur clinique pour ces individus-là. On va avoir tendance à leur offrir également des pratiques qui sont moins chères également à ces individus-là, donc peut-être même potentiellement moins efficaces. Je ne suis pas dentiste, j'en ai absolument aucune idée là-dessus. Je laisse ça à votre interprétation. Et en gros, plus vous évaluez négativement une population, plus vous avez tendance à compromettre leur égalité quant à l'accès aux soins de services de soins dentaires, avant même de savoir est-ce qu'ils peuvent payer ou pas. Hein, c'est vraiment juste des stéréotypes et des préjugés qui font en sorte que je vais avoir moins tendance à leur laisser une place à l'intérieur de ma clientèle. Ils sont considérés souvent comme demandant plus d'énergie de la part du dentiste et du personnel. Eux autres, c'est du trouble, c'est tout le temps compliqué. J'en veux pas, je vais prendre Picsou à place. C'est pas mal moins complexe. Également, il y a beaucoup de stéréotypes sur le manquement au rendez-vous. En gros, ils vont ghoster le dentiste, hein, dans les termes, disons, modernes. Et on voit effectivement qu'à aller creuser, ils ont plus tendance à ghoster le dentiste, hein, à ne pas se rendre au rendez-vous. Mais le problème, c'est que la notion même de stéréotype, c'est l'idée que je vais appliquer des critères à l'ensemble de la population au détriment de son individualité propre. Donc, en gros, si je fais en sorte que tous ceux qui sont assurance-emploi, je considère qu'ils ne viennent pas au rendez-vous, que je ne les prenne pas à cause de ça, c'est vraiment une forme de discrimination pour les autres qui vont justement à leur rendez-vous. Hein? Ce n'est pas qu'ils ne vont pas à leur rendez-vous, ils ont plus tendance que les gros autres groupes à ne pas y aller. Hein? Donc, c'est constaté davantage chez les plus jeunes dentistes. Ceux qui partent de leur cabinet, c'est vraiment eux qui ont plus tendance à faire la discrimination. Par exemple, évitent de donner des rendez-vous à certaines périodes de leur horaire et même carrément à refuser les bénéficiaires de l'assistance emploi. Évidemment, ça ne va pas se faire comme ça. Ça ne va pas être « je refuse les prestataires d'assurance emploi ». C'est surtout l'idée « ah oui, mais là, j'ai un nombre de places limitées, je vais privilégier certaines populations plutôt que d'autres. » Caroline? Dans le fond, tu viens de répondre. Là, parce que je me disais, c'est comme pas légal de refuser des gens. Fait que là, ils vont faire ça d'une autre façon en disant « on est complet, désolé » ou quelque chose comme ça. Exactement. Puis, je suis déjà complet, j'ai déjà atteint mon nombre d'individus que je voulais, je ne veux pas trop avoir de clients au début. Tu sais, dans le fond, vous connaissez un peu, vous avez tous été déjà victime d'une forme ou d'une autre de discrimination. Mais c'est rare qu'on va vous dire, c'est parce que tu es une femme que je te traite ainsi. On va utiliser une manière détournée pour ne pas justement être accusé de discrimination absolument flagrante. Mais merci pour la question. Donc, c'est vraiment par un moyen détourné, le plus souvent qu'autrement. Et ça qui est quand même dommage, parce que ces individus-là qui ont le plus besoin d'avoir accès aux soins ont le moins accès pour des raisons économiques, des raisons culturelles, mais également en fonction de préjugés partagés. Si on continue, toujours dans nos populations, si je m'intéresse au vieillissement, on avait déjà un peu évoqué plus tôt, mais on voit un peu que vous vous en doutez sûrement, plus on a de problèmes buccales, moins on a de problèmes buccales, moins on va avoir tendance à être actifs socialement. En gros, les personnes âgées, surtout lorsqu'ils ont des problèmes de santé bucco-dentaire, ont tendance à se retirer de la vie sociale.
En gros, il y a un coût qui n'est pas seulement économique, qui n'est pas seulement au point de vue de la santé physique. Ils vont également se retirer. En gros, ils n'iront plus au bingo dans la salle communautaire. Ils ne vont plus aller voir leurs amis parce qu'ils disent « Ah, mais là, bref, vous pouvez imaginer là, un stéréotype particulier sur un problème de santé buccale. Donc, ils vont tendance à se retirer de la vie publique, ce qui pose problème, hein, parce qu'on sait que les personnes âgées, dès qu'elles se retirent, ça a tendance à accélérer leur processus de vieillissement et éventuellement un décès prématuré. On voit également que c'est le groupe qui a le plus de problèmes bucco-dentaires, mais c'est aussi ceux qui ont le moins recours aux soins dentaires. Principal critère, on l'évoque depuis tantôt, hein, le coût, évidemment. Et les autres sont quand même assez intéressants. Si on veut, c'est un peu l'idée que parce que j'ai un ensemble de problèmes de santé, ben, ces individus-là vont avoir peut-être moins tendance à porter leur intérêt sur le problème de santé bucco-dentaire. En gros, là, j'ai un problème au foie, j'ai un problème avec mes articulations, j'ai de la misère, et j'ai aussi un problème de santé bucco-dentaire. Donc, on va avoir tendance à dire, ben, plus je te troubles, mais moins que tu vois les troubles de manière individuelle. Alors, donc, il y a un peu ce problème-là. Également, le problème qu'on a aussi associé à ça, c'est qu'ils ont tendance à ne pas tant s'exprimer. Hein. C'est un peu le problème avec tout ce qui est violence faite aux personnes âgées au sens large. Ils n'ont pas tendance à... parfois, ils se taisent. Les personnes âgées ont tendance davantage à se taire que les autres. Ce n'est peut-être pas le cas de votre grand-mère, votre grand-père, mais ni le cas de ma grand-mère, on pourra parler de ma grand-mère une autre fois, là, mais en général, ces individus-là ont moins tendance à exprimer leurs besoins tant qu'ils ne vont pas avoir vraiment un gros problème, vraiment avoir des grandes douleurs. Donc, tout ce qui est prévention, disons, de soins qu'on va dire, je n'ai pas le terme, mais de soins intermédiaires, si on veut, ils ne vont pas être faits. Ils vont vraiment attendre qu'ils soient vraiment dans de gros troubles, véritablement, si on veut, avant d'y aller. Ou si ça ne gêne absolument pas leur problème pour s'alimenter, vraiment, quand je n'ai pas un gros problème d'alimentation, ils vont laisser le tout aller, tout simplement. Alors, souvent considéré, malheureusement, comme un problème normal de vieillissement. Hein. Les stéréotypes et préjugés qu'on entretient sur le vieillissement, ils les ont intériorisés, pour la plupart d'entre eux également, ces stéréotypes-là, puis ça va de soi que tout flanche à quelque part en vieillissant, dont la santé bucco-dentaire. Le problème, surtout, c'est pour les personnes en perte d'autonomie. Ils n'ont juste plus la force, tout simplement, ou bien l'autonomie pour prendre soin de leurs dents, tout simplement. Donc, ils ne font tout simplement plus leurs soins dentaires. Et c'est sûrement encore plus vrai dans tout ce qui est CHSLD, en résidence pour personnes en perte d'autonomie. Les soins dentaires, c'est quelque chose qui est véritablement négligé à l'intérieur de ces populations-là. Et qui dit perte d'autonomie, par exemple Alzheimer ou des choses comme ça, tu ne vas pas en informer ton entourage parce que des fois, tu n'en as pas nécessairement conscience et des fois, tu es confronté à un ensemble de problématiques qui font passer les soins dentaires comme un problème parmi d'autres. Hein? Donc, c'est un peu ce qui se passe avec les populations les plus âgées. Ça, j'ai un peu évoqué les croyances personnelles sur l'idée que perte des dents égale phénomène naturel de vieillissement. Également des visites désagréables chez le dentiste, mais ça, je pense que l'ensemble de la population, ça serait retrouvable dans l'ensemble de la population. Donc, vieillissement, perte d'autonomie, au point de vue économique également, et le fait qu'il considère que ça va de soi de perdre ses dents, d'avoir un dentier à quelque part chez les personnes âgées. Ici, j'ai un beau petit graphique sur l'édentations, excusez-moi, le fait proportion, par exemple, ici, évidemment, on voit que plus on vieillit, moins on a tendance à avoir de dents. Ça, je pense que ça va de soi. Et on voit qu'au Québec, les personnes âgées, ils n'ont pas beaucoup de dents quand même comparé au reste du Canada. 69% des personnes de plus de 85 ans ont une absence ou peu de dents, par exemple. Donc, ils ont des dentiers le plus souvent qu'autrement. Et ce n'est pas le cas nécessairement au Canada. Pour des raisons, évidemment, au point de vue économique, mais également au point de vue culturel. Au Québec, on a plus tendance à considérer que c'est normal de perdre ses dents quand on vieillit. Et même chose, encore une fois, le port de prothèses, par exemple, on voit ici que 89% des Québécois de 85 ans et plus ont une prothèse dentaire. On voit que ça augmente énormément, mais quand même, déjà, à 55 ans, on est à 58%, plus d'une personne sur deux. C'est 6 personnes sur 10 ont une prothèse dentaire. Donc, on voit vraiment qu'il
y a vraiment un grave problème associé à ça. Et on voit qu'entre 45 et 54, 55 et 64, qu'est-ce qui joue? Ben, quand même énormément l'accès aux soins dentaires par l'assurance privée. Donc, le vieillissement associé à des problèmes graves de santé dentaire. Dernière rubrique, avant de se laisser, hein, ben, tout ce qu'on avait vu parler un peu plus tôt sur les groupes, sur la diversité sexuelle et la diversité par rapport aux identités de genre. Mais on voit par exemple que les populations LGBT au sens large, hein, ben, subissent un ensemble de formes de discrimination. Hein. Par exemple, lorsqu'ils veulent avoir des soins de santé dentaire. Souvent, on voit un peu que souvent, il faut dévoiler son identité à notre fournisseur de soins, mais souvent, ils ont la peur un peu que ben, si je leur dis là, que je suis trans, là, ben, ça se peut que je sois discriminé. Fait qu'ils ont tendance à moins le dire. Donc, évidemment, ils ont plus tendance que les autres à ne pas prendre d'assurance pour ne pas vivre une forme de discrimination anticipée hein, par rapport à l'accès aux soins. Les différents témoignages par rapport à ça, ben, ça va de la gêne, de la curiosité excessive, en passant même par l'hostilité, de la pitié, injustifier une forme de condescendance et dans certains cas même de refus total d'administrer des soins à ces populations-là. Donc, il y a un peu l'idée, hein, j'ai discrimination réelle et anticipée. Réelle, c'est quand j'ai effectivement subi des remarques homophobes, transphobes, vous voyez un peu l'idée hein, au sens large, et discrimination anticipée, et c'est la plus vicieuse à quelque part des deux. Je vais moi-même m'exclure de certaines activités sociales ou sinon de l'accès, d'aller aller chercher des soins de santé dentaire parce que j'anticipe l'idée d'être potentiellement discriminé. Hein? Ben, ils n'ont pas tout à fait tort, ces individus-là. Souvent, on subit des formes de stigmatisation ou de discrimination dans l'ensemble de leur sphère d'existence. Donc, évidemment, c'est associé à ça. Donc, discrimination, ça va de soi. Qu'est-ce qui pose problème? L'ignorance et le manque de connaissances. Heureusement, on a discuté un peu, mais quand même, c'est assez embêtant quand on est confronté à des individus et qu'on se sent la responsabilité d'avoir à éduquer les fournisseurs de soins de santé ou encore de justifier notre identité sociale. Hein, c'est un peu l'idée que ben, quand tu dis « Ah ouais, je suis une personne pansexuelle », « Ah ouais, c'est quoi ça? » Puis « C'est-tu vraiment sûr que tu es... » D'avoir le poids à justifier et également d'éduquer les autres, ça commence à être un poids qui est quand même particulièrement gênant pour ces individus-là. Tous ces éléments hein, qui expliquent un peu leur difficulté d'accès aux soins. Également, les fournisseurs de soins sont souvent mal préparés. Et ils sont assez maladroits, si on veut, hein, lorsqu'ils apprennent leur identité sociale. Et qu'on a fait une étude hein, à McGill qui disait en gros que le système de soins de santé avait un peu une approche don't ask, don't tell, un peu comme dans l'armée, hein, ne rien demander, ne rien dire. Donc, je ne demande rien, je dis absolument rien. Et le fait que, ben, on sent très bien que ça inscrit une forme d'inconfort généralisé parfois dans l'accès à certains soins de santé et qui dépasse quand même hein, les soins bucco-dentaires, évidemment, dans l'ensemble des éléments que je présente pour les groupes LGBT. Également, qu'est-ce qu'on constate? Ben, c'est que souvent, ils vont utiliser un langage hétéronormatif, monsieur, madame. Hein, souvent, il va avoir un effet négatif sur la relation de confiance entre les membres du personnel et les individus qui veulent avoir accès à des soins. Également, l'idée un peu que ça pose problème également lorsque on considère, excusez-moi, que dans les formulaires d'admission, ben, j'ai seulement les options de genre binaire, hein, homme, femme, où est-ce que je m'inscris, tout ça, tous les désagréments, évidemment, que ça peut véritablement poser lors des interactions, mais lors également de l'accès à des services. Et également, hein, les pièces gouvernementales qu'on doit présenter. Ben, si vous êtes une personne trans et que vous devez présenter votre sexe biologique qui est inscrit sur votre pièce d'identité, encore une fois, un ensemble d'obstacles hein, qui est souligné dans l'accès à des soins. Les conséquences, beaucoup de soins retardés ou interrompus pour les individus appartenant au groupe LGBT, donc moins susceptibles de demander des soins comparativement à leur partie non queer. Également, 28 % des répondants ont souligné, transgenres et non-binaires ont indiqué qu'ils avaient été victimes de harcèlement en contexte de soins de santé.
et qu'ils avaient retardé l'obtention de soins de santé en raison de discrimination. Donc, on voit que ça a un impact réel. Hein? Je retarde les soins ou je les interromps, tout simplement. On voit également que c'est associé le fait, ça c'est dans toutes les populations stigmatisées ou marginalisées, augmentation habituellement de problèmes, par exemple de tabagisme, consommation d'alcool et de drogue, automédication au sens large également, davantage présente chez les populations LGBT versus la population, si on veut, cisgenre. Et également, on constate également la même chose chez les populations autochtones. Le fait d'être stigmatisé, marginalisé a tendance à augmenter les problèmes de comportement néfaste pour la santé. Ce n'est pas uniquement le fait d'être un individu qui serait à problème, mais c'est vraiment l'idée d'être associé à une identité sociale marginalisée qui a énormément d'influence. Qu'est-ce qu'on constate? Par exemple, lorsque on dévoile l'identité queer au fournisseur de soins de santé, ça améliore la probabilité de recevoir l'information et les soins appropriés. C'est un peu l'idée que les autres ne dévoilent pas, et pourtant, dans certains soins de santé, c'est peut-être un peu moins vrai pour les soins bucco-dentaires, il y a effectivement des soins de santé qui sont plus appropriés pour certaines populations plutôt que d'autres. Mais qu'est-ce qui est un peu embêtant, si on veut, c'est que les individus, lorsqu'ils sont amenés à révéler à quelque part leur identité, à affirmer leur identité, ressentent une profonde anxiété. Pourquoi? Elles ont peur de subir justement des mauvais traitements ou encore un refus total de traitement. En gros, moi, je ne soigne pas les lesbiennes. En gros, c'est un peu ce dont ils ont peur, les membres qui appartiennent à la communauté LGBT. Et enfin, en tout cas, ce qui est stigmatisation internalisée, le fait qu'on est un groupe stigmatisé, je vais internaliser cette stigmatisation-là et je vais avoir tendance, par exemple, à tout simplement m'extraire de ces situations-là en y allant le moins possible, en ayant également moins accès aux soins de santé au sens large. Donc, c'est un peu ce que je veux présenter, ce qu'on peut voir en gros. Au dernier cours, on a vu inégalités socio-économiques, d'un point de vue du capital économique, culturel et social, ça a un poids. Poids par rapport à discrimination, stigmatisation, on avait déjà un peu évoqué, mais également sur trajectoire sociale, socialisation secondaire, primaire, accès aux études, éventuellement accès à un emploi. Et on voit un peu que l'emploi est le premier élément à considérer lorsqu'il s'agit d'analyser l'accès ou non aux soins bucco-dentaires, dans la mesure où c'est associé ou non à la présence d'une assurance privée pour ce qui est de l'accès aux soins. On sait également maintenant que les groupes les plus marginalisés de la population, c'est également eux qui ont le plus souvent besoin d'avoir des soins dentaires, mais c'est également eux qui ont le moins accès en raison d'un ensemble de barrières. Les préjugés et les stéréotypes ne sont pas cantonnés uniquement dans la population en général. On voit également que, notamment pour ce qui est des populations défavorisées, les groupes LGBT, ça peut également poser problème pour l'accès aux soins et à l'état également de leur santé bucco-dentaire. Et enfin, pour ce qui est du vieillissement, on voit un peu qu'il y a une culture associée au fait que avoir des problèmes de santé bucco-dentaire, en gros, d'avoir un dentier quand tu es vieux, c'est normal. À quoi bon aller chez le dentiste, tout simplement. Donc, on a un peu un ensemble de problèmes qui sont associés à ça. J'espère donc que je ne vous